Adrien Gindre ce matin. Bonjour Luc Carfonas. Bonjour Adrien Gindre. Vous êtes député du Val-de-Marne, le seul candidat officiellement déclaré pour prendre la tête du PS, on en reparlera dans un instant. Mais d'abord, cet anniversaire aujourd'hui, Emmanuel Macron fête ses 40 ans. Qu'est-ce que vous lui souhaitez? Un bon anniversaire. C'est sympa, ça commence bien. Un peu bon plus. républicain. Après, moi, vous savez, je ne commande pas les événements qui appartiennent à la vie privée. Voilà. Si vous deviez lui offrir un cadeau? Je lui souhaite pour seul cadeau un bon anniversaire, qu'il profite de ses 40 ans. Au regard des miens, c'était l'année où j'ai rencontré l'homme de ma vie, donc j'espère que ce sera une bonne année personnelle pour lui. Eh bien, il y a déjà une rencontre, c'est la clé française. Vous m'offrez une transition toute trouvée. Quand on regarde les dernières enquêtes d'opinion, on va en prendre l'une d'elles, par exemple, celle de BVA. Ça se passe plutôt pas mal. 52% de bonnes opinions. Il redevient majoritaire. Et c'est même encore plus notable. Chez les sympathisants socialistes, il est à 62% en hausse de 5 points. C'est pas si mal. Oui, mais Adrien Gindre, moi je n'aime pas me laisser enfermer dans ces sondages que je regarde comme vous, encore plus maintenant que je suis depuis plusieurs mois dans ce Tour de France des fédérations socialistes et que j'ai posé cet acte de sincérité et d'authenticité d'être candidat très officiellement plutôt que de m'y préparer un peu en cachette comme certains pourraient le faire. Moi je comprends qu'aujourd'hui l'électorat socialiste ou sympathisant socialiste soit totalement perdu. Mais on est perdu quand on est content d'Emmanuel Macron? Non, on est perdu quand on a un ancien président de la République sur une interview dire qu'il veut la réussite du président Macron de manière très claire alors qu'il a été son collaborateur et son ministre. On est perdu quand l'ancien Premier ministre Manuel Valls applaudit des deux mains chaque jour ce qui se passe à l'Assemblée d'un gouvernement d'Édouard Philippe qui, lui, quand il était député d'opposition, ne votait aucune des lois qu'il proposait. On est perdu quand Olivier Dussopt vote avec moi contre le projet de loi de finances et que quelques jours après, il rentre au gouvernement. Donc, et on est perdu quand Didier Guillaume, président du groupe socialiste au Sénat, applaudit des deux mains l'entrée d'Olivier Dussopt, socialiste, dans le gouvernement de Emmanuel Macron. Donc tous ces marqueurs qui envoient des signaux contradictoires par rapport à ce que nous portons, les socialistes, avec nos valeurs et nos histoires, je comprends que les sympathisants et l'électorat en général soient perdus. Mais moi, le rendez-vous que je leur donne, c'est celui de la fierté de pouvoir, à partir de mars, si collectivement nous avons cette intelligence de relever la tête, de pouvoir faire en sorte que ce parti, qui est mon parti, mais qui est un parti qui a plus d'un siècle, qui s'inscrit dans le progrès de tout ce que nous avons porté, puisse avoir encore une histoire et de l'avenir. Alors, on parlera pour la dans France, un instant. Pour la France, pas pour nous. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler aux Français. La France et la politique du gouvernement. Le grand projet de loi en préparation, il concerne l'asile et l'immigration. Hier, on a appris que le gouvernement était prêt à faire une concession en direction des associations. La notion de pays sûr va être retirée du texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un migrant ne pourra plus être renvoyé vers un pays dans lequel il a transité au motif que ce pays est considéré comme sûr. Est-ce que vous saluez au moins l'ouverture d'esprit du gouvernement? Adrien Gindre, moi, je vais parler de ce que je connais. Ce que je demande ici sur votre plateau, c'est le retrait de la circulaire du 12 décembre. Celle qui autorise les préfets avec la création de brigades mobiles. Je ne sais d'ailleurs pas ce que l'on met dans pour aller dans les centres d'hébergement. Pour rentrer dans l'hébergement d'urgence. C'est la première fois sous la Ve République qu'on rentre sur le champ du social. C'est pour cela que toutes les associations, unanimement, et le défenseur des droits tirent la sonnette d'alarme, comme des grands-mères, comme Martine Aubry et Alain Juppé. Moi, je peux commenter cela politiquement. Après, le saucissonnage sur le texte qui se prépare pour le mois d'avril prochain, comme on a eu le saucissonnage au compte-gouttes, ce ruissellement qu'ils adorent aujourd'hui en Macronie, sans que l'on ait une vision globale, je ne me laisserai pas canaliser là-dedans. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à demander, comme le font les jeunes socialistes, la démission de Gérard Collomb? Mais on ne va pas commencer à fonctionner comme cela. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une demande des jeunes socialistes. C'est le débat. Mais je comprends leur courroux. Je comprends que Gérard Collomb, aujourd'hui, fait ce que Brice Hortefeux n'osait même pas faire. Il a fait toute son histoire au sein du Parti Socialiste, dans la roue de François Mitterrand et de François Hollande. Et aujourd'hui, il s'improvise sur une ligne extrêmement autoritaire et sécuritaire. Ceux qui l'ont emporté, il y a eu une rencontre interministérielle le 15 décembre dernier. Ceux qui l'ont emporté, c'est la ligne dure. Et aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire de cette manière-là, il y aura un débat politique sur le fond, et ce n'est pas de nous donner quelques éléments
de soi-disant compromis qui feront l'affaire. Ce qui se passe aujourd'hui sur la question des migrants est grave. Mais est-ce que vous dites, les migrants, il faut les régulariser? C'est encore une demande qui vient de votre famille, un vaste plan de naturalisation des sans-papiers. Mais on ne peut pas parler comme ça, parce qu'après, là aussi, les Français qui nous regardent ne comprennent pas. Est-ce que ça encore, c'est une proposition non, mais qui on va vient revenir. Je vois, oui, le procès d'intention laxiste qu'on faisait déjà à Manuel Valls ou à François Hollande. Écoutez, regardez les chiffres des demandeurs de droit d'asile et ceux qui ont été agréés depuis 10 ans. On est resté sur des constantes. Ce qui est en train de se produire aujourd'hui, c'est que quand on a le ministère de l'Intérieur dirigé par Gérard Collomb qui se félicite d'avoir 14% d'expulsions de plus, bah, si c'est le chiffre, les tableaux Excel désormais qui priment dans cette mode de gouvernance. Un ancien socialiste, hein, quand même, Gérard Oui, Collomb. oui, enfin, ancien socialiste, je ne sais plus ce qu'il a de très socialiste. On va regarder justement ce qui se passe dans votre parti. Vous le rappeliez à l'instant, vous, votre objectif, c'est d'en prendre la tête. Vous n'êtes pas le seul, potentiellement, vous êtes le seul déclaré, mais il y a beaucoup de prétendants supposés. Stéphane Le Foll, Najat Vallaud-Belkacem, Olivier Faure, Rachid Temal, Julien Drey, Emmanuel Morel. On a mis là quelques visages à l'écran. Qu'est-ce qui vous différencie de tous ces gens-là? Bah, je ne sais pas, on en parlera quand ils seront candidats officiellement. Pourquoi ils ne le sont pas? Mais j'en sais rien, demandez-leur. Moi, je suis candidat pour faire en sorte que mon parti, comme je le dis, se libère dans sa démarche du Parti socialiste d'Épinay et que celles et ceux qui aspirent demain à diriger ce parti soient libres dans leurs paroles. Et à un moment, je veux que ce parti, le Parti socialiste, redevienne ou devienne le parti du vrai progrès partagé. Regardez ce que disait l'INSEE hier sur les 4,5 milliards d'impôts ménages supplémentaires de nos compatriotes pour l'année 2018, contrairement à toutes les carabistouilles qu'on nous explique sur le pouvoir d'achat. Moi, je veux que le Parti socialiste, il se réinvente sur des sujets qui doivent nous rassembler, comme d'abord et avant tout la lutte contre la reproduction des inégalités. Et moi, je vous le dis, ce qui me différenciera dans le propos de ceux qui pourront être candidats, c'est que j'en ai marre de cette notion de parti de gouvernement. Un parti politique, ça doit être un parti qui est en mouvement, qui fait constamment des propositions, y compris quand on est au pouvoir, parce que distribuer des bons ou des mauvais points quand on est aux commandes, c'est le gouvernement qui donne un gouvernement de gauche qui dirige sous la 5e, et un parti politique, il doit être dans ce rôle à continuer à proposer et à remettre sur les rails ce gouvernement de gauche si jamais il ne l'est pas. Moi, je veux qu'on revienne aux fondamentaux. Vous avez proposé, pour le coup, que Najat Vallaud-Belkacem soit tête de liste aux Européennes 2019. Oui. On ne sait pas si elle sera candidate pour la tête du parti. C'est une manière pour vous de lui dire, allez, laisse-moi le poste à la tête du PS, on va te trouver un truc. C'est surtout que moi je suis, Adrien Jean, logique dans ma démarche depuis le début. J'ai soutenu en juin dernier Olivier Faure pour la présidence du groupe parce qu'il me semblait être le plus approprié, et il le démontre d'ailleurs, pour être le chef d'orchestre de notre groupe à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, dans le rendez-vous politique de mars prochain, ça peut paraître immodeste, mais au vu de mon parcours, de mon savoir-faire et d'anciens maires, parce qu'on aura aussi ce rendez-vous à préparer avec nos maires pour les municipales, je pense être le plus à même de pouvoir être le chef d'orchestre pour remettre à flot mon parti. Et qui est-ce qui pousse le deuxième rendez-vous politique sera celui des élections européennes. Oui. Là, je pense que si elle le souhaite, je ne sais pas si elle le souhaite aujourd'hui, mais si elle venait à exprimer ce souhait-là pour 2019, c'est pas pour tout de suite, si je suis premier secrétaire, alors je proposerai aux militants de choisir, mais c'est eux qui choisiront, comme ils le choisiront au mois de mars prochain, le premier secrétaire, si Najat est ou pas première tête de liste. Qui pousse Najat Vallaud-Belkacem? C'est François Hollande qui est derrière, comment on l'entend? Écoutez, ils sont nombreux à la pousser, parce qu'ils se retrouvent visiblement toutes les semaines dans des cafés parisiens à 10 ou 15, pensant qu'ils sont plus capés que tous les autres, au vu de leur mandat ou de leur fonction exécutive. Ça, c'est le vieux Parti socialiste. Vous savez, celui qui se réunit dans des conclaves secrets, qui attend la fumée blanche, après on voit les résultats. Moi, je veux que d'abord on s'exprime et on parle aux militants, aux militantes. Dans mon Tour de France, la première chose qui ressort, c'est qu'il y a un besoin de vérité et de transparence. C'est pour ça que j'ai dit que je suis candidat. C'est pour ça que quand je me déplace dans les territoires, il n'y a pas de faux semblants, contrairement à d'autres qui les organisent tout en mettant la main sur le cœur et en prenant le collectif. Il n'y a pas de collectif. Oui, ils sont collectifs entre eux pour un destin commun. Moi, mon collectif, c'est les militants et c'est mon parti. Le PS, est-ce qu'il devra changer de nom également? Est-ce que ça fait partie de ce processus? En tout cas, c'est une question qu'on devra se poser. Moi, je suis candidat. Vous avez une réponse? Moi, je suis candidat pour être le premier secrétaire d'un parti qui est sur une ligne politique claire, qui est celle de l'union de la gauche. Le rose, rouge, vert. Donc ça peut paraître vintage pour certains qui lorgnent du côté d'Emmanuel Macron, mais moi, c'est mon histoire et c'est ma vie, l'unité de la gauche. Et si je prends les commandes du Parti socialiste avec une équipe totalement libre et libérée pour remettre à flot nos territoires et préparer nos européennes, nos municipales, moi je participerai à discuter, et je sais le faire parce que je parle à toute la gauche, à une maison commune pour qu'un jour les politiques telles que nous les avons portées par le passé de progrès puissent à nouveau servir nos compatriotes. L'histoire du PS, ce sont des alliances avec les communistes, avec les écologistes, avec les radicaux,
Avec qui Vous aujourd'hui? avez tout dit, mon capitaine. Et vous voulez reconstituer tout ça? Mais qu'est-ce qui se passe en Occitanie? Qu'est-ce qui se passe à Nantes? Qu'est-ce qui se passe à Rennes? Qu'est-ce qui se passe à Lille, à Paris? Et vous croyez que on va arrêter alors qu'on porte des politiques publiques de qualité sur des exécutifs rose, rouge, vert? Ceux qui ne veulent pas ça, ils veulent quelle alliance? Vous voulez une liste commune en 2019 aux européennes? Non, mais ceux qui ne veulent pas ça, ils veulent quelle alliance en fait? Et qui vont candidater. Il faudra qu'ils soient clairs aux militants. Ils veulent quoi? Que l'on devienne le supplétif de la République en marche? Ce n'est pas notre destin, ce n'est pas notre histoire. Et donc aujourd'hui, moi je vous dis que je vais travailler au rassemblement d'abord, comme le disait Mitterrand, des socialistes de la famille. Et après, je continuerai ce que je fais d'ores et déjà, à parler avec toute la gauche. Parce que la gauche, elle n'est forte que quand elle est unie. Divisée, ça ne sert à rien. On parlait de l'Europe, on va parler de l'Autriche également. Depuis quelques jours, le pays a un gouvernement de coalition, droite, extrême droite. Vous avez reproché à Emmanuel Macron de ne pas s'être exprimé. Pourquoi? D'abord, il ne pouvait pas s'exprimer parce qu'il a enregistré son spot publicitaire de 30 minutes le mardi pour le dimanche soir sur France Télévisions. Voilà, donc il a passé ce qui s'est passé le samedi après-midi où il y a eu ce gouvernement de coalition. Mais du coup, je leur ai laissé une chance de nous répondre puisque hier, aux questions d'actualité au gouvernement, j'ai posé une question à Édouard Philippe en demandant à la France de bloquer le processus qui doit nous faire amener l'Autriche à présider au deuxième semestre 2018 l'Union européenne. C'est la présidence tournante et c'est le tour de l'Autriche. L'extrême droite sera dans son gouvernement. Parce que je me rappelle de ce qu'avait fait Jacques Chirac et Lionel Jospin en 2000. La voix de la France et la voix de l'Europe, c'était une voix politique qui était forte. Et aujourd'hui, je n'entends rien de la part de nos gouvernements européens qui sont peut-être tétanisés avec le Brexit qui s'est produit et qu'ils ont peur encore de fracturer. Mais à un moment, sur les valeurs, nous, la gauche, on a fait élire Emmanuel Macron contre l'extrême droite au mois de mai dernier. Je vous ai vu Donc j'aimerais bien entendre aujourd'hui Emmanuel Macron et le gouvernement d'Édouard Philippe dire des choses. Qu'est-ce qui va se passer quand M. Strache, vice-chancelier, aura ses propos sur les migrants, on en parlait, extrêmement violents avec son homologue Jean-Yves Le Drian, qui lui aussi est d'un mutisme incroyable. À un moment donné, les Autrichiens ont voté, le FPE a obtenu 26% des voix aux dernières élections. Adrien Gindre, j'ai entendu dimanche soir un auto-satisfecit de la part d'Emmanuel Macron qui disait qu'avec son élection, il avait apporté un leadership sur l'Europe. Mais donc s'il a apporté un leadership politique sur l'Europe, il doit dire des choses. Si on commence à cautionner ça en Autriche, alors peut-être qu'en 2022, ce ne sera pas M. Macron qui sera réélu, mais M. Wauquiez avec une alliance avec l'extrême droite. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour notre pays? L'une des polémiques de la semaine, c'est cet avion privé qui a été loué par Matignon pour ramener le Premier ministre et sa délégation, une cinquantaine de personnes depuis Tokyo. 350 000 € ont été payés à cette occasion, parce que c'était plus rapide et plus confortable que l'avion de l'armée de l'air. Est-ce que ça vous a choqué? Choqué, non, mais moi je comprends qu'on puisse, quand on est Premier ministre, être amené à utiliser. Donc c'est une mauvaise polémique pour vous? C'est pas une mauvaise polémique, je pense que. C'est une polémique évidemment, mais je pense surtout de la part du gouvernement, au moment où les symboles sont importants, c'est que c'est une dépense inutile. Inutile parce que le A340, hier, Édouard Philippe a menti dans son interview disant que ce n'était pas un avion long courrier et qui n'est pas affrété pour être confortablement assis. C'est non seulement un avion long courrier, mais en plus avec des places business. Donc déjà, Édouard Philippe nous a menti hier. Donc il est un petit peu gêné aux entournures. Ensuite, on nous a vendu des cabinets communs entre l'Élysée et Matignon. Enfin, les cabinets communs, ils ne doivent pas beaucoup travailler ensemble parce que nous sortir pour seule explication le décalage de 2 heures de présence du président sur le territoire en Algérie. Voilà, ça coûte 350 000 € aux Français, le fait que ces gens-là ne travaillent pas ensemble. 350 000 €, c'est juste l'hébergement de 75 personnes en hébergement d'urgence sur toute une année. Le député France Insoumise, François Ruffin, a écopé d'un rappel à l'ordre après avoir porté un maillot de foot dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Alors, il n'est pas sanctionné pour la tenue, il est sanctionné pour ne pas avoir suivi les consignes du président de séance. Est-ce que c'est justifié? Moi, ce que je regrette, c'est qu'en fait, depuis le début de la 15e législature, on n'ait pas appliqué le règlement. On n'a pas appliqué le règlement quand on a sorti des boîtes de conserve, on n'a pas appliqué le règlement quand on a sorti des magazines, on n'a pas appliqué le règlement quand on a sorti des pancartes avec des chiffres. Donc là, on applique enfin le règlement sur François Ruffin. Mais en fait, ce dossier n'aurait jamais dû sortir au grand jour parce que s'il y avait eu une autorité dès le début et une application du règlement au regard des sanctions sur les précédentes législatures, il n'y a rien d'anormal. Vous voulez dire que François de Rugy ne tient pas assez l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée? Moi, je considère que désormais, il y a une autorité sur l'Assemblée nationale, que j'ai aussi ressenti hier au bureau de l'Assemblée, vis-à-vis du premier questeur,
qui prenait un petit peu ses aises sur le fonctionnement de l'Assemblée. Le président vous a dit que ce n'est pas la loi de celui qui crie le plus fort les questions au gouvernement. Est-ce que vous avez l'impression que l'opposition dont vous faites partie est exemplaire? Bah écoutez, je l'invite à reprendre les archives INA. Il verra comment il se comportait lui-même dans l'hémicycle. Je crois qu'il n'était pas le dernier à crier. Hein. Jean-Yves Le Drian a expliqué la semaine dernière qu'il n'excluait pas de quitter le PS en fonction de l'évolution idéologique du parti. Est-ce que vous n'auriez pas plutôt, vous, envie de l'exclure, Jean-Yves Le Drian, ministre d'Emmanuel Macron? Jean-Yves Le Drian n'est plus au Parti Socialiste depuis qu'il est membre du gouvernement d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, nous avions une résolution au Conseil national. Alors je vois bien aujourd'hui cet embarras de quelques-uns, d'ailleurs les mêmes qui languent du côté d'Emmanuel Macron, de ne pas dire clairement les choses. Vous voyez, moi je suis quelqu'un qui parle libre et librement. Donc il faut l'exclure, il faut exclure Olivier Dussopt. Olivier Dussopt a quitté le parti, nous avons été clairs. D'ailleurs au moment où il l'a quitté, j'avais demandé à l'époque où j'étais encore membre de la direction collégiale. Enfin on dit toujours c'est clair, mais en réalité ça l'est jamais vraiment. Moi je suis clair, Adrien Gindre. Vous me posez une question, je suis très clair. Et en plus, on devrait avoir droit aux coquetteries de Jean-Yves Le Drian sur je reste ou pas au PS. Jean-Yves Le Drian n'est plus au PS. Tous les matins sur LCI, on pose une question, la question off, mais devant les caméras. C'est off, entre nous. Vous êtes candidat cette fois-ci à la direction du Parti Socialiste. Mais en 2022, vous serez candidat à quoi, Luc Carvounas? Est-ce que la présidentielle, ça vous intéresse? Absolument pas. Je l'ai dit d'ailleurs au Conseil national que la future équipe devra être candidate à aucune élection. C'est pas de la langue de bois, ça? Ah non, moi j'ai toujours fait ce que j'ai dit dans ma vie. Donc alors vous pouvez reprendre tout ça, il n'y a aucun problème. Et puis il faut connaître ce à quoi on est bon ou pas bon. Et aujourd'hui, moi je pense que je suis la meilleure personne pour emmener ce parti vers ses échéances et que l'on emmène la meilleure candidature pour 2022. Dispositif, équipe, sérénité. Il faudra faire aussi un devoir d'inventaire pour réussir ce pari de 2022 si nous en arrivons là. Merci beaucoup Luc Carvounas d'avoir été avec nous ce matin. À vous. La suite c'est avec Pascal.